Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Après 4 jours de grève, le collectif des acteurs portuaires décide de mettre fin à son mouvement d'humeur. Une décision prise ce vendredi à l'issue d'une rencontre entre le gouvernement, la direction du port autonome de Dakar et les travailleurs. Selon ces derniers, l'essentiel des points inscrits sur leur plateforme revendicative ont été pris en charge. Ousmane Sonko n'est pas électeur, il ne peut donc pas prétendre aux fiches de parrainage. C'est la réponse servie par la Direction générale des élections à son mandataire Ayib Daffé. La Direction générale des élections qui a refusé du monde ce vendredi. Plus de 100 candidats à la candidature ont envoyé leur mandataire pour le retrait des fiches de parrainage. À Saint-Louis, les conseillers municipaux issus de l'opposition ne démordent pas. Ils sont contre la volonté du maire de donner le nom du chef de l'État à la mythique avenue du général de Gaulle. Et puis, Coupe du Monde des sourds et malentendants. Les Lions compostent leur ticket pour les quarts de finale. Prochain match, ce sera ce dimanche face aux USA. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Retour à la normale au port autonome de Dakar. Après 4 jours de paralysie, les travailleurs ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Un dénouement obtenu à l'issue d'une rencontre tripartite entre le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Pêche, la direction du port autonome de Dakar et les travailleurs. Nous écoutons les précisions du directeur général du port autonome de Dakar, Muntagassi. Ce protocole signé aujourd'hui ne nous permet pas de vider le terminal à conteneurs. C'est pourquoi nous allons prendre des mesures rapides sur un plan de contingence, à savoir mobiliser des espaces pour pouvoir vider le terminal à conteneurs qui est aujourd'hui rempli à hauteur de 96%. Nous avons réquisitionné le site de Serra, nous avons réquisitionné le site de Soa-Bois et nous sommes en train de chercher d'autres espaces pour pouvoir vider le terminal à conteneurs à hauteur de 75% pour retrouver le fonctionnement normal. C'est la seule solution de sortie de crise. Cette solution, elle appelle la volonté de DP World à respecter son contrat de performance, la volonté des lignes maritimes à donner au collectif les documents nécessaires pour disposer des conteneurs, mais aussi le respect du plan de circulation sur les 3 axes qui irriguent le port autonome de Dakar, à savoir la route des hydrocarbures doit être dégagée, la rocade Anne-Bel-Air doit être dégagée et l'axe Félix Ebouye doit être dégagé et l'axe aussi place Bakou au terminal 4 doit être dégagé. J'invite aussi les commerçants, les collectifs de savoir qu'un port normal dans tous les pays du monde, un port fonctionne 7 jours sur 7, 24 sur 24. Le port n'a pas un régime normal en week-end. Il faut que les gens s'y mettent pour qu'on puisse vider le port et retrouver un fonctionnement normal. À la une de l'actualité politique, le mandataire du candidat déclaré Ousmane Sonko qui crie au scandale, présent ce matin à la direction générale des élections pour récupérer les documents pour le compte de son leader, Ayib Daffé s'est vu opposer un niet catégorique. Raison évoquée par la direction générale des élections, Ousmane Sonko n'est pas électeur, par conséquent, il ne peut pas prétendre aux fiches de parrainage. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de nos reporters. Le candidat Ousmane Sonko Moma Yebal, nommé comme mandataire et coordinateur national du parrainage, sentiment me déposer le co. J'ai été envoyé par le candidat Ousmane Sonko qui m'a nommé mandataire et coordinateur national du parrainage. Il m'a demandé de venir lui récupérer ses fiches de parrainage afin qu'il puisse participer à la présidentielle du 25 février 2024. Comme vous le savez, il a été investi par son parti PASTEF depuis le 14 février dernier. Quand j'ai déposé les documents en bonne et due forme, ils m'ont demandé mon identité pour vérifier. Après vérification, tout était conforme. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous remettre les fiches de parrainage parce que tout simplement Ousmane Sonko n'est pas électeur. À notre grande surprise, nous avons posé la question de savoir pourquoi.
Mais ils nous ont juste dit que ce sont des instructions qu'ils ont reçues et qu'ils ne peuvent pas nous donner ces fiches. ñu ne ah non loolu mënuñu leen ko présenter mais ay instructions nañu jot ndigal nañu jot bu jógee ci kaw wàcc si ñun te ñun administration la il faut que ñu appliquer ko. La présidentielle du 25 février 2024, certainement l'élection qui, dans l'histoire politique sénégalaise, aura enregistré le plus grand nombre de prétendants. Plus de 100 candidats à la candidature. Leurs représentants ont répondu présents à l'appel de la Direction générale des élections pour le retrait des fiches de parrainage. Alors pour cette échéance électorale, de nombreuses innovations sont constatées, notamment le numérotage des fiches des candidats et les dates de validité des cartes nationales d'identité. Voyons tout cela avec nos reporters Pape Faraning et Alioune Diagne qui étaient ce matin à la DGE. C'était la ruée vers la Direction générale des élections. De nombreux plénipotentiaires des candidats déclarés à la présidentielle de 2024 ont répondu à l'appel de la DGE pour venir récupérer les fiches de parrainage. Et les agents de la Direction générale des élections nous ont fourni toutes les informations dont on avait besoin, nous ont remis les fiches et nous ont aussi fait part des nouveautés qu'ils ont apportées aux nouveaux collectes des parrainages de cette élection. Le processus était un peu long compte tenu du nombre de candidats déclarés et il fallait aussi prendre le temps qu'il fallait pour discuter et échanger avec les membres de la Direction générale des élections sur les innovations et mieux appréhender la chose pour aller véritablement sur le terrain. Le compte à rebours a été lancé pour le collecte des parrains, une étape du processus électoral qui s'annonce difficile avec ce nombre pléthorique de candidats. Ça a été plus d'une centaine, et plus d'une centaine, ça dépasse 100 candidats. Ce qui veut dire donc si on fait un rapide calcul, si on exige 0,6% pour chaque candidat et qu'on ait 100 candidats, cela voudra dire qu'il va falloir qu'au moins 60%. Des changements majeurs ont été notés dans ce système de parrainage, contrairement à celui de 2019. Le numéro d'ordre qui est inscrit sur la fiche et qui donc réserve la seule utilisation de la fiche par le candidat qui donc a reçu son numéro d'ordre. Voilà, c'est un peu ça l'innovation. L'autre innovation, c'est que les fiches cette année sont anonymes. Bon, ils ont introduit un discriminant pour dire que pour cette fois-ci, ce qui va discriminer, c'est la date de péremption de la carte d'identité. En dépit des innovations, les mandataires des candidats espèrent relever le principal défi, collecter le maximum de parrains des citoyens. Mais en tant que candidat indépendant, nous sommes obligés de prendre l'option du citoyen. Et compte tenu aussi du portage de la candidature de professeur Daouda Ndiaye par les populations et le fait qu'il a fait aussi le tour du Sénégal depuis plus de 5 ans. Au premier jour, nous avons noté la présence de plus d'une centaine de représentants de candidats déclarés à l'élection présidentielle. Alors que le fiche compte 7 388 833 inscrits, le Conseil constitutionnel va procéder au filtrage en décembre pour éviter la pagaille. Chapitre politique, cette question, la pluralité des candidatures au sein de l'APR est-elle de nature à fragiliser le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar? Eh bien, le politologue Pape Amadou Sall répond par l'affirmative, même s'il estime normal que des prétentions émergent après la décision du chef de l'État de se retirer de la course. Maïmouna Sissoko Khouma, responsable APR, interrogée sur la question, pense quant à elle qu'il n'y a pas péril en la demeure. Amadou Ba, et selon elle, le choix du président Macky Sall, il devient dès lors le choix de toute la coalition. Nous les écoutons tous les deux dans ce reportage. Il est signé Al-Hassan et Amadou Ba. Ce sont des ambitions exprimées et c'est compréhensible de l'avis de l'analyste politique. Une discipline de parti qui vole en éclats des responsables de l'APR qui ont décidé de maintenir leur candidature et ont refusé de suivre le choix porté sur le PM Amadou Ba par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar,
Macky Sall. Le président Macky Sall, qui est le président de l'APR, a lancé des appels que les uns et les autres n'ont pas suivis. Parce qu'à un moment donné également de la vie, quand vous accompagnez quelqu'un qui vous dit « j'en ai fini », pour ce qui me concerne, vous vous dites « je peux prendre le relais ». C'est cela qui se passe aujourd'hui. Pour cette responsable de l'Alliance pour la République, la logique voudrait que tous ces leaders acceptent le choix du président Macky Sall qu'ils avaient donné carte blanche. Toutefois, elle invite ses camarades à rejoindre les rangs et à répondre favorablement à la main tendue du chef de l'État. Il faut qu'on le fasse, pas pour notre intérêt, pas pour l'intérêt du candidat. Ce n'est pas le candidat qui est important. Aujourd'hui, il a porté son choix sur le Premier ministre Amadou Ba, qui est un homme d'État, qui a eu son parcours ici dans ce pays. Mais il faut, au-delà de la personne d'Amadou Ba, voir le pays, la stabilité du pays, la continuité véritablement de la marche vers l'émergence. Il est évident, d'après Pape Amadou Fall, que toutes ces candidatures peuvent fragiliser Benno Bokk Yakaar. L'APR a une base nationale accompagnée par le Benno Bokk Yakaar. Les autres, leur handicap, il faut le souligner. C'est que, oui, si la discipline de parti est respectée, ils pourront grappiller peut-être par-ci et par-là, mais tout cela peut faire mal. Le candidat Amadou Ba, M. Amadou Ba, a ses chances aujourd'hui. La chance qu'il a, c'est qu'il a le soutien du président de la République, du président sortant, qui a son bilan et qui a également son capital sympathie et qui met à sa disposition une coalition, un parti, un levier, une machine vraiment très bien organisée et qui a su gagner toutes les élections de 2012 à nos jours. Mohamed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Birima Mangara, Mamboy Diaw, Aruna Coumba Ndoffène Diouf, Ndongo Ndiaye ont tous maintenu leur candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Maïmouna Sissoko Khouma espère qu'avant le démarrage de la campagne électorale, ils vont renoncer à ces choix et répondre favorablement à la main tendue du président Macky Sall. À Saint-Louis, les conseillers municipaux issus de l'opposition opposent un niet catégorique au maire Mansour Faye qui veut attribuer le nom du président de la République à la mythique avenue du Général de Gaulle. Face à la presse, ces conseillers promettent de bloquer le vote prévu demain samedi, une manière pour eux de contester cette décision qu'ils jugent autoritaire et surtout très impopulaire. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. 20 conseillers municipaux de Saint-Louis s'opposent à la décision du maire Amadou Mansour Faye de rebaptiser l'avenue Général de Gaulle au nom du président de la République Macky Sall. Face à la presse, ils ont dénoncé avec la dernière énergie cette décision. Plutôt, Mansour Faye avait voulu faire passer une telle proposition qui ne trouvait pas l'adhésion des populations de cela. Alors, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, 3 ans après, une décision qui n'avait pas du tout été approuvée par les Saint-Louisiens, que le maire revienne à la charge. Donc, mais dire que depuis l'annonce, un groupe de conseillers municipaux s'est mobilisé pour dire non et est déterminé à porter le combat et voter contre. Les conseillers municipaux promettent de mener le combat. Ils se sont donné rendez-vous demain à la mairie de Saint-Louis, jour du conseil. Les élus de l'opposition invitent la population saint-louisienne à se mobiliser. À lancer un appel vibrant pour que tout le monde, ce jour-là, soit présent et dire non au maire de Saint-Louis. Parce que la personne concernée, à savoir le président Macky Sall, lui-même avait décliné en son temps. Ce samedi, le 3e conseil municipal de Saint-Louis de l'année en cours sera très risqué. Et pourtant, du côté de Benno Bokk Yakaar, les conseillers municipaux ont décidé à l'unanimité de voter oui pour la rebaptisation de l'avenue Général de Gaulle au nom du président de la République Macky Sall. Allez, nous reparlons des mécaniciens de l'ancienne piste sur la VDN qui viennent de transposer leurs différences sur leur nouveau site de recasement situé entre la commune de Sébikotane et celle de Diamniadio. Si certains sont favorables au déplacement, d'autres disent niet, mais les premiers demandent un report de la date pour un délai de 2 mois. Les détails, c'est avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb.
Sébikotane, site de recasement des mécaniciens de l'ancienne piste. Certains procèdent à l'identification de leur terrain. L'endroit n'est pas prêt à leurs yeux. Ils demandent un report. Souleymane Ciss, l'un des représentants des mécaniciens de l'ancienne piste. Nous étions venus ici pour demander au préfet de manière vive et au gouverneur de lui demander de reporter la date de demain. Demain, nous ne pouvons pas quitter le site de Dakar pour venir ici. De leur côté, les membres de l'association 3AP, association des artisans de l'ancienne piste, restent inflexibles. Pour eux, il est hors de question de sortir de l'ancienne piste. Ils appellent l'État à les soutenir dans leur projet. Arona Sen. Tu regardes des gens qui ont plus de 70 ans ou 80 ans, c'est pas sérieux. Il y a la jeunesse qui est derrière. Si tu sors ces gens-là, toute la jeunesse va engager la mer. Il y a des pharmaciens qui donnent des terrains, il y a des tailleurs, il y a des maçons, il y a tout, il y a des gens qui ne font pas la mécanique. Il y a des gens qui ont allé dans leur maison prendre plus de 10 personnes. Des allégations battues en brèche par leurs confrères qui sont favorables au déménagement. Moi j'ai 70 ans aujourd'hui. J'ai été victime de plusieurs déguerpissements. Il n'y a pas eu un seul déguerpissement où on nous a donné un site. Quand on quittait terrain foyer pour aller à la VDN, on a trouvé de grandes forces. C'est nous-mêmes qui avons aménagé le site. Donc ce site-là, il a été déjà aménagé. Muré, l'eau est là, le courant est là. Pour dire que les mécaniciens de l'ancienne piste ont transposé leurs différends sur le site de recasement à cheval entre Sébikotane et Diamniadio. Rentrée scolaire à Tambacounda, le conseil municipal opte pour 0 abri provisoire cette année. Le maire de la commune s'engage à éradiquer tous les abris de fortune qui se trouvent dans les écoles de la commune. Une visite que le conseil municipal a effectuée a permis de faire un état des lieux de ces infrastructures. Nous écoutons le maire Banda Jay. Il s'exprime au micro d'Ibrahima Djebakhate. Comme l'éducation est une compétence transférée, au niveau de ma commune, j'ai 30 établissements. Donc nous sommes dans le nettoyage des écoles et des salles de classe et le surpoudrage aussi. Ça va, si on termine le nettoyage, nous allons faire le surpoudrage pour essayer de désinfecter les établissements, les classes et les cours de l'école. Nous avons fait l'état des lieux en collaboration avec les services compétents, l'IF et autres. On a constaté une trentaine d'abris et des écoles qui n'ont pas de murs. Et je pense bien que nous avons pris un défi. Le défi, c'est d'éradiquer les abris provisoires dans moins de 2 ans. Et nous sommes là-dessus. Cette année, avec notre propre budget d'investissement, nous allons construire 14 salles de classe. Et bientôt, samedi, on va poser les premières pierres pour que vraiment lancer les travaux d'ici peut-être 6 ou 7 mois. Je pense bien qu'on aura 14 salles de classe construites pour nos enfants. Consolidation de la paix le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les communautés des deux pays créent un cadre de discussion pour prendre en charge les questions sources de conflit. L'objectif de l'Alliance sénégalo-guinéenne pour l'intégration et la paix est de reléguer en dernier ressort les voies de résolution militaire des différends transfrontaliers qui surviennent en privilégiant plutôt des stratégies communautaires. Le village de Kourane, dans l'arrondissement de Niassia, a abrité les activités de cette édition. Reportage Lamine Ba et Lamine Mandjan. Les questions sécuritaires qui interpellent généralement les zones frontalières ont toujours eu droit à des réponses militaires. Les populations établies le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée veulent privilégier le dialogue transfrontalier pour soutenir les initiatives des deux États dans la préservation de la paix transfrontalière. C'est la raison d'être de l'Alliance sénégalo-guinéenne qui s'est retrouvée à Kourin, un village retourné de l'arrondissement de Niassia, pour discuter des questions sources de conflits et proposer des solutions. Mais nous nous sommes rendus compte que si les États au haut niveau central sont en train de se donner la main pour pacifier la Casamance et aussi même la Guinée-Bissau, parce que la Guinée-Bissau a connu beaucoup d'années de crise politico-militaire. Je pense que c'est de notre devoir, nous en tant que population frontalière, de pouvoir jouer notre partition à notre manière, en tant que voisins les uns et les autres, pour que la paix soit une réalité. Et c'est pourquoi nous avons créé en 2010 notre Alliance sénégalo-guinéenne pour la paix et l'intégration. Le cadre qui fédère des organisations communautaires membres des deux pays agit sur deux leviers principalement. Nos objectifs se reposent sur deux composantes. La composante recherche de la paix, parce que nous disons tous que sans la paix, il n'y a pas de développement. Mais l'autre pilier, l'autre composante, c'est le développement socio-économique. Parce que le développement socio-économique permet aussi d'aller vite vers une paix.
tant que nous vivons dans la pauvreté, tant que nous n'avons pas créé des richesses, pour nous et pour nos associations, on sera toujours souvent tenté d'aller faire du mal à l'autre. Donc vous voyez que ces deux piliers-là, nous les actionnons pour pouvoir les promouvoir. Donc nous jouons donc cette partition-là de part et d'autre en apportant notre soutien en termes de solidarité aux différents villages. C'est un instrument sur lequel s'appuie la collectivité territoriale de Niassia pour gérer des questions complexes qui revêtent d'un caractère transfrontalier, selon la mairesse. C'est quelque chose de très important pour nous, la commune de Niassia qui a vécu un moment de conflit. Donc ce sont ces genres de structures dont nous avons besoin pour nous aider à consolider cette paix qui est en train de régner dans cette commune. Donc les pays, nous savons nous comprenons un peu la porosité de nos frontières d'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos frontières. Donc si les villages qui sont sur la ligne frontalière vont jusqu'à vouloir s'allier pour la paix et la sécurité des biens, je pense que c'est une chose à saluer et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un peu une stabilité dans cette ligne frontalière. Seulement, les responsables de la structure transfrontalière déplorent le peu d'attention que les autorités du Sénégal accordent à leur démarche. Ils souhaitent une plus grande implication des pouvoirs centraux. Retour dans la capitale. Si vous êtes amateur de pastèques, vous fréquentez très certainement les étals situés le long du stade Léopold Sédar Senghor. Sur place, les étals sont bien approvisionnés, mais difficile d'y accéder tant l'insalubrité s'est accaparée des lieux. Une situation très inconvenante pour les vendeurs qui cherchent désespérément à mettre fin à ce calvaire. Interpellée, la mairie dit s'avouer incompétente pour y remédier et met en cause l'Office national de l'assainissement. Fatima Touré et Amadouba y ont fait un tour. Regardons. Une insalubrité caractérisée au niveau du parc des Pastèques, situé aux abords du stade Léopold Senghor. Sur les lieux, une odeur nauséabonde empeste l'air. Les eaux usées ruissellent de partout. Une situation qui impacte considérablement le travail de ces vendeurs, selon le délégué du parc, qui craint surtout pour leur état de santé. Le principal problème est le réseau de l'ONAS qui est défectueux et ça nous indispose vraiment. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous sommes exposés sur le plan sanitaire, mais nous n'avons pas le choix. Nous voulons une solution à ce problème. Établis sur les lieux de manière provisoire, ces vendeurs de pastèques veulent retourner sur leur ancien site de vente qui se trouve au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Notre ancien site, si à l'aéroport, était parfait, mais maintenant, c'est l'armée qui gère le site et nous n'avons pas encore autorisation d'y retourner. Nous lançons un appel aux militaires. Ce lieu nous a été donné par la mairie de Patte-d'Oie. La mairie de la Patte-d'Oie, interpellée sur la situation qui prévaut dans ce parc de pastèques, dégage ses responsabilités. Le président de commission chargé du cadre de vie pointe un doigt accusateur sur l'ONAS. La mairie a assaini depuis, ça fait 3 fois déjà. C'est année Bérec. C'est année 2023, la mairie a assaini 3 fois. Tout le monde a vu que la mairie a assaini la devanture de l'Estade et là. Mais on peut s'arrêter là. On n'a pas les moyens de le faire 1. On n'a pas le budget pour le faire 2. 3, on n'a pas la capacité. D'où proviennent ces eaux? Ces eaux proviennent de tout Dakar. Tout Dakar. Tu as vu, ça fait 1 mois que ça coule. On a écrit à l'ONAS, on a écrit aux différents services concernés. Ça, c'est pas lourd de la Patte-d'Oie. On a appelé l'ICG 5-6 fois. Est-ce que l'ICG peut rester ici tous les jours? Ils ne peuvent pas. Ils nettoient, ils partent. Mais le suivi, c'est qui fait le suivi? Et puis, ce n'est pas la mairie seulement qui est là. Depuis plus de 2 mois, ces vendeurs de pastèques disent vivre le calvaire. Ils espèrent que le problème sera vite réglé afin qu'ils puissent continuer leur travail tranquillement. Allons à présent à la découverte de Doroba, un village à 7 km à l'est de Linguère, fondé par le marabout Mamso Ndiaye qui à l'époque avait choisi de s'installer loin de la vie mondaine. Doroba est réputé être un village mystique habité par un djinn qui fut l'épouse du marabout. Il est devenu au fil des ans un véritable lieu de pèlerinage et nos reporters Mamadou Moustapha Ndiaye et Sili Thiam ont assisté
assisté à la célébration de la 67e édition du Gamou initiée par le marabout en question, El Hadj Socé Ndiaye. Reportage. Dokhoba est un village religieux situé à 7 km à l'est de Linguère. Il fut fondé en 1956 par El Hadj Socé Ndiaye, un grand érudit de l'islam qui a marqué son temps et son époque par ses nombreux miracles. Mon père habitait à Ndiayen Khali. Pour mieux éduquer ses enfants, il fonda Dokhoba qui signifie s'isoler de la vie mondaine. Le caractère mystique de Dokhoba, c'est aussi la présence de la djinn Sokhna Maïmouna Sall, une des épouses d'El Hadj Socé Ndiaye. Ici, sa case est jalousement conservée et fait même l'objet de pèlerinage. Notre tante Maïmouna, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Beaucoup d'entre eux ne croient pas en elle. Ceux qui ne la croient pas peuvent aller ouvrir sa chambre. Ceux qui sont dans le village la connaissent très bien. C'est une réalité. Selon Serigne Aman Ndiaye, fils d'El Hadj Socé Ndiaye, Sokhna Maïmouna Sall est toujours en vie, mais elle n'est pas visible par les étrangers. Chaque jour, elle parle avec nous. Elle a 4 enfants qui sont tous vivants. Ils sont là en chair et en os. J'en connais même quelqu'un qui s'appelle Ibrahima. On se voit souvent à Dakar. C'est mon frère. Dokhoba a organisé la 67e édition de son Gamou qui draine chaque année des milliers de fidèles venus de partout pour célébrer la naissance du prophète. Dokhoba regorge de places mythiques dont le célèbre Baobab, chanté par le roi du Mala en hommage à El Hadj Socé Ndiaye, surnommé Borom Dokhoba. En littérature, nous parlons du projet Vacances littéraires Grand Yoff Anvers. Il s'agit d'un atelier d'écriture et de slam encadré par des professionnels. Plus de 20 jeunes sélectionnés au niveau d'établissements scolaires, mais aussi d'ASC de la commune de Grand Yoff y participent. Un espace ouvert à ces jeunes qui travaillent de façon ludique leur expression orale, écrite, mais aussi et surtout leur confiance en eux. Ibou Diouf, Pape Sangoné Mbaye. Un espace dédié aux enfants, un atelier d'écriture et d'islam pour ces jeunes passionnés. Grand Yoff est à l'honneur, un projet qui vise à promouvoir les livres et la lecture. C'est un projet qui vient à son heure. Aujourd'hui, on a des jeunes qui de plus en plus commencent à se frotter à l'exercice de l'écriture et qui lisent de plus en plus. Nous, en tout cas, on le voit en passant dans les lycées à chaque fois et tout. Et pour nous, c'est très important d'être là aujourd'hui, de participer justement à l'encadrement de ces talents-là, parce que je vous assure qu'il y a des talents. Et moi-même étant justement donc issu de ce quartier-là, je me suis dit c'est le moment de rendre ma pierre à l'édifice en essayant de construire quelque chose, de mettre en place ce projet-là qui consiste à animer des séances d'écriture pour le compte de ces élèves-là qui sont nombreux au sein de nos quartiers, qui sont intéressés par l'écriture et le livre, et quand même parmi ces participants, il y en a qui ont déjà commencé à taquiner la plume et vous dire qu'ils sont vraiment très intéressés par ce projet-là. Vacances littéraires Grand Yoff Anvers, une initiative pour créer une émulation chez ces jeunes. Objectif, les rendre plus sensibles à leur patrimoine et à leur environnement. Ils sont vraiment très intéressés par ce projet-là qui consiste à animer des séances d'écriture et d'ateliers d'écriture qui va déboucher vers des textes qui vont être produits sur le patrimoine et l'histoire de Grand Yoff. Je sais que Grand Yoff regorge de patrimoine ignoré par même les citoyens de Grand Yoff, et ce sera l'occasion à travers les productions de textes de ces élèves-là de pouvoir redécouvrir ces histoires méconnues de Grand Yoff, parce que au-delà de la production de textes, on va vers la publication d'une anthologie de slam et de poésie que ces élèves-là vont présenter. Ils sont 20 jeunes sélectionnés dans les établissements scolaires au sein des ASC de la commune de Grand Yoff. Vacances littéraires Grand Yoff Anvers consistait à organiser un atelier d'écriture de poésie et d'islam et à la publication d'une anthologie regroupant l'ensemble des textes des participants.
Ibou Diouf, merci. L'actualité sportive avec la Coupe du Monde des sourds et malentendants et les Lions qui compostent leur ticket de qualification pour les quarts de finale. Ils ont battu l'Arabie Saoudite 3-0. Ils vont croiser le fer. Ce sera avec les USA le dimanche prochain à partir de 12h30 de GMT. L'entraîneur de l'équipe exprime toute sa joie et sa fierté après cette qualification historique. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on a un sentiment de joie et de gaieté. Parce qu'après la victoire contre l'Arabie Saoudite, c'était pas facile pour nous. C'était un match très compliqué encore aujourd'hui. Donc il fallait sortir ce qu'on a dans nos jambes. Donc on a poussé durant pratiquement 45 premières minutes parce qu'on n'a pas pu marquer. Mais en deuxième mi-temps, on a pu profiter après la fatigue des Saoudiens. Donc on a pu marquer 3 buts. Donc le match est terminé par 3-0. Donc notre prochain adversaire, c'est les États-Unis. Donc on va jouer le dimanche, Inch'Allah, contre les États-Unis. Donc à 20h locale. Donc nous remercions tous les Sénégalais qui ont prié pour l'équipe nationale de football des sourds du Sénégal. Donc et nous remercions encore le président de la République, M. Macky Sall, qui soutient l'équipe et qui nous encourage et qui nous envoie des messages de félicitations. Nous le remercions beaucoup et nous remercions tout le monde. Bonne chance à cette belle équipe. Tout de suite, nous évoquons le rappel à Dieu du champion sénégalais d'origine libanaise, Hussein Oudrouge, qui a tiré sa révérence hier des suites d'une longue maladie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Hussein Oudrouge, c'est le premier Sénégalais médaillé continental. Il a remporté le bronze du 100 mètres des Jeux africains de Brazzaville. C'était en 1965. Il était judoka et pratiquait également la natation, 2 disciplines dans lesquelles Oudrouge s'est brillamment distingué. Foot à présent avec l'entraîneur de l'équipe, athlétisme avec l'entraîneur de l'équipe nationale qui avertit les jeunes qui abandonnent leurs études au profit du sport. Une étude menée par les spécialistes dans le domaine montre que le taux de réussite au sport est de 20%. Il faut donc, selon lui, coupler sport et études. À Rufisque, le club Olympique Sport a déjà pris cette option et les responsables du club ont organisé une cérémonie pour récompenser leurs pensionnaires qui se sont distingués aux différents examens. Abdou Diouf Diagne nous en dit plus dans ce reportage. Au Sénégal, les jeunes s'intéressent de plus en plus au sport. Les centres de formation se multiplient, mais tous ne sont pas assurés de faire leur trou dans ce secteur. Seuls 20% arrivent à percer, selon l'entraîneur de l'équipe nationale de l'athlétisme. Le taux de réussite au sport est à peu près de 20%. Parce que 80%, ça veut dire que 80% de ces jeunes-là ne vont pas être des professionnels qui vont vivre de ce sport-là. Et dans le cadre du football. Et il y a d'autres sports, vous pouvez avoir un très bon niveau, mais les revenus ne vous permettent pas de vivre entièrement de ça. C'est pourquoi de plus en plus de centres de formation se transforment en écoles de sport d'études. C'est le cas du club Rufisque Olympique et Sport. Quand il y a tes diplômes, par exemple, un élève qui a le bac, c'est une opportunité pour pouvoir voyager, c'est une opportunité pour pouvoir aller rejoindre des clubs au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau des Émirats arabes. Pour assurer une retraite tranquille aux anciens athlètes, l'État doit les accompagner dans la reconversion, selon Nala Socéphale. L'État est interpellé parce qu'il faut vraiment un système qui puisse permettre d'insérer les anciens sportifs de haut niveau, parce qu'un sportif qui a été aux Jeux Olympiques pour le Sénégal, aux Championnats du monde pour le Sénégal, mais s'il a un diplôme professionnel, il doit être inséré et tout ça dépendra maintenant de la volonté politique de l'État du Sénégal. Le Rufisque Olympique et Sport a organisé une activité pour récompenser ses meilleurs pensionnaires qui se sont distingués aux différents examens nationaux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info.